J'ai entendu certains sur Internet en fait, proposer aussi cette solution d'imposer un congé pour tout le monde au même moment. Enfin, ça, c'est quand même super compliqué. Chaque année, je suis interviewée par la presse le 31 août parce qu'on me dit « Madame Infobésité, j'ai 800 mails dans ma boîte mail parce que je suis partie en vacances pendant 3 semaines. Qu'est-ce que je fais ?» Chaque jour, nous touchons notre smartphone plus de 2600 fois. Au bureau, nous recevons environ une quarantaine d'emails par jour et plus d'un salarié sur 10 se connecte à au moins une dizaine de comptes, d'outils et d'applications au quotidien. Résultat, c'est notre capacité de concentration qui en pâtit. Celle-ci est descendue autour des 8 secondes, c'est 4 secondes de moins qu'au début du millénaire et c'est aussi 1 seconde de moins que le poisson rouge. Cette infobésité constante nous noie de sollicitations en temps réel et affaiblit notre productivité, voire notre bien-être. Avec la crise, ce technostress continue de progresser à mesure que la frontière entre vie professionnelle et personnelle se floute. Caroline Sauvageol-Rialan est une spécialiste des effets de l'infobésité sur la collaboration en entreprise. Elle est à l'origine du concept d'inforesponsabilité qu'elle va nous expliquer dès maintenant. Bonjour Caroline. Bonjour Pierre. Alors expliquez-nous, c'est quoi le concept d'inforesponsabilité pour les entreprises ? Alors l'inforesponsabilité, c'est d'abord le fait de prendre conscience que nos pratiques infocommunicationnelles peuvent provoquer des dommages pour nos interlocuteurs. Nous nous disons tous en infobésité, souffrir de l'infobésité, mais en même temps, nous sommes les principaux acteurs de celle des autres. Donc, être info-responsable, c'est prendre conscience des dommages qu'on peut causer, et notamment des dommages en termes de stress, de risques psychosociaux sur les autres, en communiquant par exemple en dehors des heures de travail. Et puis, c'est également des dommages sur le plan de la productivité et sur le plan de la performance des organisations. Vous disiez justement, j'ai vu dans certaines interventions sur Internet, que la joignabilité permanente est survalorisée aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. J'ai envie de faire un parallèle avec la culture entrepreneuriale autour de la French Tech, où on a un peu cet imaginaire qu'un start-upper ne compte pas ses heures par simple passion pour son métier. Est-ce que pour vous, il faut travailler plus pour gagner plus ? Je crois qu'il faut chacun se sentir libre, mais je crois que le problème ne se pose pas comme ça. Travailler plus pour gagner plus, aujourd'hui, on travaille plus pour gagner la même chose. Parce que ce qu'on appelle le travail en débordement, c'est-à-dire le travail en dehors des heures de travail classiques, c'est un travail qui est non rémunéré. Donc en fait, c'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est travailler plus pour gagner la même chose aujourd'hui. Oui, donc il faut peut-être même mieux mesurer la productivité justement des salariés chez eux en fait, au télétravail. On le sait, l'infobésité génère une perte de productivité qui est égale à peu près 30% du temps de travail d'un salarié français. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que vous êtes interrompu dans vos tâches par une notification, le temps pour se reconcentrer sur la tâche initiale, il est entre 10 et 20 fois le temps de la distraction. Donc à chaque fois que quelqu'un s'interrompt dans son travail pour traiter un mail, une notification quelconque, eh ben, il va perdre énormément de temps. Et au final, c'est la productivité, évidemment, de l'organisation qui est menacée, mais c'est aussi son innovation. Parce que, bien évidemment, pour les organisations, quand les gens sont constamment happés par ce qu'on appelle les tâches liquides, c'est-à-dire le fait de traiter ses mails et ses différentes notifications, eh bien, on ne réalise pas les tâches de fond, les tâches qui impliquent de la concentration, qui poussent nos capacités cognitives à leurs limites. Or, ce sont ces tâches qui sont créatrices de valeur pour les organisations. J'ai envie de vous retourner un peu la situation en vous demandant si la technologie, au contraire, peut contribuer au bien-être au travail. Est-ce que, depuis la crise, le recours aux échanges numériques n'est pas devenu forcé et même un besoin de résilience ? Les technologies nous ont permis de garder le lien et de travailler pendant la crise. Donc, merci aux technologies. S'il n'y avait pas eu les technologies, que ce soit Zoom pour garder le contact avec nos familles, que ce soit Teams pour continuer à travailler, les technologies sont essentielles. Mais ça, on le savait déjà avant. On sait qu'on peut se sentir parfois plus proche, infiniment plus proche de personnes qui sont très éloignées de nous, mais avec lesquels on a un lien, une intimité, même à distance, alors que parfois on partage très peu de choses avec des gens avec qui on est très proche physiquement. La crise sanitaire nous a permis d'aller jusqu'au bout de cette idée qu'on pourrait tous être seuls, travailler seuls ou par le biais des technologies, et on a bien vu à quel point on était épuisé, à quel point on était fatigué, à quel point le fait de ne plus voir ses collègues, c'était difficile. Moi j'ai des cas de dirigeants qui m'ont dit par
exemple, qu'ils pouvaient parfois assister à 3 réunions en même temps sur Teams. Comment est-ce qu'on fait humainement pour participer à 3 réunions? C'est littéralement épuisant et ça ne sert strictement à rien. Il y a une prise de conscience aujourd'hui sur le fait que la technologie ne permet pas tout et qu'on a aussi besoin évidemment d'être en face à face. Et c'est tout le problème qui est posé aux organisations aujourd'hui. Comment on travaille en mode hybride? C'est quoi les tâches qui réclament qu'on soit présent physiquement les uns avec les autres? C'est tout ce travail en mode hybride qui est posé aujourd'hui avec toutes les injustices sociales qu'il y a aussi en lien avec ça. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions qui nous permettent de travailler à distance et puis il y a des métiers où on ne peut pas travailler à distance, comme les soignants, comme les caissières, comme toutes ces professions-là. Ce qui crée de l'inégalité, bien sûr. Oui, c'est pas tous les métiers qui sont concernés, enfin, c'est surtout le tertiaire dans un sens. Et donc dans le tertiaire, de manière générale, il faut trouver un équilibre entre le besoin de résilience et le digital qui peut nous aider en cas de crise, et à côté, ne pas arriver à une déshumanisation quand même des échanges et favoriser quand même le lien social. Bien sûr, mais par exemple, vous voyez, sur la question du télétravail, on a l'impression qu'on a découvert avec la crise sanitaire que le télétravail, c'était 2 jours par semaine, idéalement maximum 3, mais ça, on le savait déjà avant la crise sanitaire, et en particulier dans les pays anglo-saxons qui travaillent en télétravail depuis beaucoup plus longtemps que nous, parce que culturellement, ils étaient déjà là-dedans, et où ils savaient déjà, eux, que les 2-3 jours maximum, voilà, c'est la règle. Si on travaille 5 jours sur 5 à distance et qu'on ne partage plus rien en lien avec la culture d'entreprise, eh bien, c'est un énorme problème pour les organisations. Mais aujourd'hui, si on va plus loin, le problème qui est posé, c'est la mondialisation du marché du travail. Parce que si on dit qu'on peut tous travailler 5 jours chez soi, eh bien, pourquoi on ne fait pas travailler voilà, des salariés polonais, des gens qui habitent à Shanghai, et finalement, ça va être quoi le commun au sein de l'organisation? J'ai entendu certains sur Internet en fait, proposer aussi cette solution d'imposer un congé pour tout le monde au même moment. Enfin, ça, c'est quand même super compliqué. Je trouve ça très compliqué. Oui, non, ce que je dis et ce que je crois, c'est que dans une organisation normale, le principe de subsidiarité, il est essentiel. Les technologies nous ont fait croire, par une communication très individuelle, vous voyez, que tout le monde devait être sur le pied de guerre et prêt à répondre. Je crois au contraire au principe de subsidiarité qui est que si vous vous absentez, quelqu'un d'autre prend vos dossiers pendant que vous êtes absent et vous avez la possibilité d'être déconnecté et donc de revenir en forme. Mais vous voyez, moi chaque année, je suis interviewée par la presse le 31 août parce qu'on me dit « Madame Infobésité, j'ai 800 mails dans ma boîte mail parce que je suis partie en vacances pendant 3 semaines. Qu'est-ce que je fais ?» Si on applique ce principe de subsidiarité, et une entreprise allemande comme Daimler l'a fait, elle fait un message d'absence qui ne dit pas je suis absent de telle date à telle date, je consulterai, mais je vous répondrai à mon retour et en cas d'urgence, contactez un tel. Le message automatique d'absence, c'est je suis absent de telle date à telle date, je ne lirai pas votre mail, je vous invite à me le renvoyer à mon retour ou à contacter telle personne en cas d'urgence. Ce qui fait que Daimler supprime, en plus de ça, supprime les 800 mails pendant les vacances, et vous, quand vous revenez, vous repartez littéralement à zéro. Et ça vous évite de revenir comme plein de cadres, 2 jours parfois en avance sur votre date de retour, pour traiter les 800 mails, dont en plus, on sait que 80% sont totalement inutiles parce qu'ils ont été traités par d'autres en votre absence. Vous avez sûrement remarqué que j'ai reçu un paquet de notifications pendant cet entretien. Bon, je vous rassure, c'est un patron fictif, hein, mais ça relate quand même très bien le quotidien de nombreux salariés, d'être sursollicités, même en dehors des horaires de travail. Est-ce que pour vous, on devrait s'inspirer du cas du Portugal, qui inflige jusqu'à 9 600 € d'amende pour les patrons qui contactent leurs salariés en dehors des horaires de travail ? Alors, notre droit à la déconnexion à nous, c'est de la soft law. Donc, il suffit de signer une charte en 2 paragraphes en indiquant qu'effectivement, on s'engage à respecter le droit à la déconnexion. Et très souvent, le second paragraphe, c'est que les managers vont se montrer exemplaires dans le fait de permettre aux équipes de se déconnecter. Très concrètement, le droit à la déconnexion aujourd'hui, il est réellement appliqué dans moins de 20% des entreprises. Donc oui, bien sûr que le fait d'aller plus loin par rapport à ce sujet en mettant en place des sanctions est intéressant. Mais je crois que
Les organisations devraient se saisir du problème et permettre la déconnexion réelle des équipes en passant par la coupure des serveurs, qui est la seule mesure réelle qui permet de déconnecter les équipes. Les plus grosses entreprises, y compris les entreprises les plus cotées, les plus connues au monde, pratiquent ça dans les pays anglo-saxons. Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Oui, c'est vrai que si on en arrive à légiférer sur ce type de mesures, ça veut dire que la confiance est peut-être pas en très bonne forme dans l'entreprise. Mais encore une fois, il y a une double ambivalence. Il n'y a pas une ambivalence uniquement de l'entreprise qui tire profit, encore une fois, de toutes ces heures de travail supplémentaires. Il y a aussi une ambivalence des salariés qui veulent rester connectés, qui veulent traiter les informations au moment où ils le veulent. Et assurer une flexibilité qui, encore une fois, à mon avis, est un piège. Et je crois qu'il faut dire effectivement aux salariés que la simple consultation des mails, même quand ils ne répondent pas, c'est déjà une charge mentale. Et on le sait bien. Si un vendredi soir, vous dînez avec vos amis et que vous vous dites « tiens, je vais quand même aller vérifier à 22h les messages » et qu'il y a un message voilà, qui vous énerve, qui vous agace, et le dîner n'aura plus le même sens. Et vous allez être perturbé. Et là, en plus, ça n'a rien à voir avec... Eh bien, merci Caroline pour cet échange. Merci Pierre de l'invitation.